Un moteur explose à 12 000 mètres. Les gens hurlent. Le pilote s'évanouit. Ma sœur éclate de rire, elle? Ce n'est même pas une vraie pilote. 10 minutes plus tard, j'ai posé l'avion et ses 350 passagers en vie. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Si vous n'avez jamais assisté à des funérailles familiales qui ressemblent davantage à une réunion de conseil d'administration hostile, considérez-vous comme chanceux. Celle de mon père, Jean-Luc Moreau, propriétaire du domaine de Champagne Moreau et Filles, en était la définition même. Pas de larmes sincères, pas de longs discours émus, juste le vent glacial de novembre balayant les allées du petit cimetière de Verzenay, une poignée de notables de la région venus davantage par obligation que par chagrin, et ma sœur, Éléonore, qui tenait la cour comme une PDG le jour de l'annonce des bonus. Elle ne m'a même pas jeté un regard quand je suis arrivée. C'est comme ça depuis que je me suis engagée. Je n'étais pas la fille avec le diplôme d'HC et un poste dans un grand cabinet d'avocats d'affaires parisien. Je n'étais pas celle qui avait épousé un banquier aussi ambitieux qu'elle, Arnaud. J'étais celle qui portait des bottes de combat et qui saluait pour gagner sa vie. La pièce rapportée en uniforme, juste assez exotique pour susciter la curiosité, mais pas assez respectable pour être prise au sérieux. Debout près du caveau familial, droite dans mon uniforme de capitaine de l'armée de l'air et de l'espace, je me sentais comme une étrangère. Éléonore, drapée dans un manteau noir de créateur qui devait coûter le prix de ma voiture, acceptait les condoléances avec une grâce étudiée, la main posée sur le bras d'Arnaud, qui hochait la tête avec une solennité parfaitement feinte. Ils formaient un couple puissant, un bloc lisse et impénétrable. Quelques jours plus tard, le décor changea, mais la température resta la même. Nous étions dans l'étude étouffante de Maître Dubois, le notaire historique de la famille à Reims. L'air sentait la cire et les secrets de famille. Éléonore était assise en face de moi, ses dossiers parfaitement alignés sur la table en acajou. Elle a sorti son stylo Mont Blanc avec un petit clic qui résonna comme un coup de feu dans le silence. Le testament de mon père était court, trop court, d'une propreté suspecte. Éléonore était nommée exécutrice testamentaire et héritière de la quasi-totalité des parts du domaine, ainsi que de la direction générale. Arnaud la regarda avec un sourire imperceptible, un regard de pur triomphe. Quant à moi, Chloé Moreau, capitaine, chevalier de l'Ordre national du mérite, cité pour acte de bravoure au Sahel, je recevais une simple enveloppe cachetée. Maître Dubois me la tendit en évitant mon regard, la gorge soudainement sèche. Je l'ouvris. Pas de chèque, pas de titre de propriété, pas même la montre que mon père portait tous les jours. À l'intérieur, il y avait la vieille Légion d'honneur de notre grand-père, ternie par le temps, et un Bristol. Ce n'était pas l'écriture de mon père. C'était une police de caractère, froide, impersonnelle. Papa pensait que tu apprécierais davantage les symboles que les responsabilités. Je relevai les yeux. Le message était clair. Ce n'était pas un dernier souhait, c'était une dernière insulte. Et elle venait d'Éléonore. Elle me regardait, un trait léger pli au coin des lèvres, l'expression de quelqu'un qui vient de mettre son adversaire échec et mat. C'est tout, ai-je demandé, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Chloé, sois raisonnable, répondit-elle d'un ton faussement compatissant. Gérer un domaine comme le nôtre demande une présence constante, un sens des affaires aiguisé. Ta situation ne le permet pas. C'est une décision pour protéger l'héritage familial. Le mot « situation » était chargé de sous-entendus. Elle avait gagné. Elle avait réussi à convaincre notre père, dans ses derniers mois de faiblesse, que j'étais un risque. Que ma vie, mes choix, faisaient de moi une paria. Alors que nous nous levions, je croisai le regard de Jean-Pierre. Le vieux maître de chais, l'âme du domaine, fidèle à mon père depuis 40 ans. Il avait insisté pour être là, par respect. Il se tenait près de la porte, son visage buriné par le temps et le travail de la vigne. Il me regarda, et dans ses yeux, je ne vis pas de la pitié, mais un avertissement. Un regard qui disait, ce n'est pas juste. Méfie-toi. Il hocha imperceptiblement la tête dans ma direction avant de se détourner. Ce simple geste me donna plus de force que n'importe quel discours.
Je n'étais peut-être plus une héritière à leurs yeux, mais j'étais toujours la fille de Jean-Luc Moreau. Et je savais, en quittant cette étude glaciale, que la lecture de ce testament n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'une guerre. Une guerre qu'Éléonore avait déclarée, et que je n'avais pas l'intention de perdre. Je serrai la vieille médaille dans ma poche. Un symbole, peut-être. Mais les symboles ont le pouvoir qu'on leur donne. Et celui-ci venait de devenir mon étendard. 2 semaines plus tard, j'étais à l'autre bout du monde, sous le soleil écrasant de la Réunion. Mon père y possédait une petite villa, un dernier vestige de son patrimoine à liquider. Éléonore avait, bien sûr, insisté pour que je sois présente pour la signature finale, prétextant une obscure clause nécessitant l'accord des 2 héritières directes, même si l'une d'elles avait été symboliquement déshéritée. La vérité, c'est qu'elle voulait savourer sa victoire, me voir apposer ma signature sur le document qui actait sa prise de contrôle totale. La vente conclue, je n'avais qu'une hâte, regagner ma base près de Mont-de-Marsan et retrouver la clarté et la logique de mon univers. Mais Éléonore avait d'autres plans. Nous rentrons ensemble, m'annonça-t-elle alors que nous attendions nos bagages à l'aéroport Roland-Garros. J'ai réservé nos places sur le vol Air France de ce soir. Pour l'image de la famille, Chloé. Il faut montrer un front uni après, tout ça. Tout ça. Ma dépossession, sa trahison. Réduite à une formule vague et élégante. J'allais protester, dire que je préférais prendre un vol différent, mais je savais que c'était inutile. Elle aurait transformé mon refus en une nouvelle preuve de mon instabilité, de mon incapacité à jouer le jeu. J'ai donc hoché la tête, résigné à subir encore quelques heures de son arrogance calculée. Nous nous sommes installés en classe affaires. Le vol AF 773. Éléonore, à sa place près du hublot, avait déjà commandé une coupe de champagne avant même la fin de l'embarquement. Elle me regarda par-dessus le rebord de sa flûte, son regard balayant mon simple jean et mon polo. « Tu sais, papa s'inquiétait vraiment pour toi », commença-t-elle, adoptant ce ton de confidence faussement intime qu'elle maîtrisait à la perfection. « Il admirait ton courage, bien sûr. Mais il disait que tu fuyais quelque chose. Que tu te cachais derrière ton uniforme. » Je fixai l'écran devant moi, faisant défiler les films sans en voir un seul. « Je ne me cache pas, Éléonore. Je sers mon pays. » « Oh, je ne critique pas, » dit-elle avec un petit rire condescendant. « C'est juste que, la vraie vie, les vraies responsabilités, ce n'est pas comme piloter tes joujoux volants. Ici, les erreurs ont des conséquences financières, pas seulement émotionnelles. » Chaque mot était une pique, enrobée de sucre pour la rendre plus difficile à contrer. Elle continua sur sa lancée, me parlant de ses projets pour le domaine, de la nouvelle stratégie marketing qu'elle allait mettre en place avec Arnaud, de la nécessité de dépoussiérer l'image de la marque. Elle parlait de notre héritage comme d'une entreprise en difficulté qu'elle venait de racheter. Le vol avait décollé depuis 1 heure. L'océan Indien s'étendait sous nous, une nappe d'un bleu profond et infini. Je sentais la colère monter, une colère froide et maîtrisée. Je me suis tournée vers elle. « Pourquoi as-tu fait ça, Éléonore ? » La vérité. Elle posa sa coupe. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression dure, presque cruelle. C'était son vrai visage, celui qu'elle ne montrait que lorsque les portes étaient fermées. « Parce que tu es un risque, Chloé. Un risque que je ne pouvais pas laisser courir à l'entreprise familiale. » Un risque ? De quoi parles-tu ? Elle se pencha vers moi, sa voix n'étant plus qu'un murmure venimeux. Tu te souviens de ta dernière mission au Sahel ? L'opération Barkhane. L'accrochage près de la frontière malienne. Le débriefing psychologique qui a suivi. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Ce débriefing était confidentiel. Classé secret défense. C'était une procédure standard après une mission où nous avions subi des pertes. Comment ? J'ai mes sources, coupa TL. Des gens bien placés. Il ne m'a pas été difficile d'obtenir une copie. Un peu cher, mais l'investissement en valait la peine. Elle savourait mon expression abasourdie. J'ai donc fait appel à un expert, un psychiatre très réputé à Genève. Je lui ai montré le rapport. Ses conclusions étaient sans appel. Signes évidents de TSPT, instabilité chronique,
Prise de décision altérée par le stress. En gros, le profil parfait d'une personne à qui on ne confierait même pas la gestion d'un compte épargne, alors imagine un domaine qui vaut plusieurs dizaines de millions. Je la fixais, incapable de parler. Elle avait payé quelqu'un pour obtenir un rapport militaire confidentiel. Elle avait payé un médecin pour produire un faux diagnostic. J'ai présenté ce rapport à papa, continua-t-elle, son triomphe total. Il était déjà si faible. Quand il a lu les mots « danger pour elle-même et pour le patrimoine », il a été terrifié. Il a signé tout ce que je lui ai mis sous les yeux. La clause de santé mentale, t'a mise à l'écart. Il pensait te protéger. Elle se renversa dans son fauteuil, reprenant sa coupe de champagne. Ce n'est pas personnel, Chloé. C'est du business. Et dans ce monde, tu es un passif. Moi, je suis un actif. C'est aussi simple que ça. La trahison était si profonde, si monstrueuse, qu'elle en devenait presque abstraite. Ce n'était plus une simple question d'argent ou de jalousie. C'était une annulation. Elle avait tenté de m'effacer, de réécrire ma réalité pour qu'elle corresponde à ses ambitions. J'ai détourné le regard, fixant le bleu infini du hublot. Mais je ne voyais plus l'océan. Je voyais un champ de bataille. Et je savais que le combat ne se déroulerait pas sur Terre, mais ici, à 12 000 mètres d'altitude, dans cette cabine pressurisée où l'air devenait soudainement irrespirable. Le service du dîner venait de commencer. Les hôtesses de l'air évoluaient avec une grâce chorégraphiée dans l'allée, proposant du bœuf bourguignon ou du filet de bar. Éléonore, qui avait retrouvé son masque de femme du monde, se plaignait de la sélection de vins. C'est à ce moment-là que la première secousse a eu lieu. Pas une simple turbulence, mais un soubresaut sec, vertical, qui fit claquer la vaisselle. Le verre de vin rouge d'Éléonore se renversa sur son chemisier en soie blanche. Un juron bien senti lui échappa. Mais c'est pas possible, lança-t-elle en appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel. On paie une fortune pour être secoué comme dans un vulgaire Lacoste. Je n'ai pas réagi. Mon corps entier était en alerte. Ce n'était pas le mouvement de l'avion qui m'inquiétait, mais le son qui l'avait accompagné. Une vibration basse, anormale, que j'avais sentie à travers le plancher, une sorte de tout métallique provenant de l'extérieur, sur notre gauche. Mon instinct de pilote, affûté par des milliers d'heures de vol, me hurlait que quelque chose n'allait pas. Une hôtesse arriva, souriante mais visiblement pressée. « Excusez-nous pour ce désagrément, madame. Nous traversons une petite zone d'air clair. » Éléonore lui montra la tache sur son chemisier comme s'il s'agissait d'une blessure mortelle. « Une petite zone ? J'espère que vous avez un pressing à bord. » L'hôtesse lui tendit des serviettes avec une patience infinie. Je suivais ses mouvements du regard, et j'ai vu ce que les autres passagers ne voyaient pas, la tension dans sa mâchoire, la rapidité avec laquelle ses yeux balayaient la cabine. Elle savait. Ou du moins, elle se doutait. Puis, ce fut la détonation. Sourde, mais profonde. Comme si un géant avait frappé la carlingue avec un marteau de forge. L'Airbus A350 frémit sur toute sa longueur. Les lumières de la cabine clignotèrent, s'éteignirent une seconde, puis se rallumèrent sur un éclairage d'urgence plus faible. Les écrans de divertissement s'éteignirent. Dans la cabine, le brouhaha des conversations cessa net, remplacé par des exclamations de surprise et des murmures inquiets. Une légère odeur de brûlé, âcre et chimique, commença à se répandre. C'était l'odeur du kérosène et du métal surchauffé. Je la connaissais trop bien. Le visage d'Éléonore avait perdu de sa superbe. Elle était pâle. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, sa voix ayant perdu toute son assurance. L'interphone grésilla. La voix du copilote, jeune et visiblement tendue, retentit. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons, un problème technique majeur avec l'un de nos moteurs. Nous vous demandons de rester calme et d'attacher vos ceintures. » Le mot « majeur » fut une erreur. C'était un mot qu'on n'utilise jamais pour rassurer. Il a eu l'effet d'une étincelle sur de la poudre. Un homme quelques rangs devant nous se leva, le visage décomposé. Un problème majeur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va s'écraser ? Le personnel de bord tentait de calmer les esprits, mais la peur est contagieuse. Je sentais la panique monter comme une marée.
Je me suis détaché. Mon esprit était déjà en mode checklist. Perte de poussée sur un moteur, vibration, odeur de brûlé. C'était une extinction de réacteur, probablement avec un début d'incendie. L'avion était encore stable, mais pour combien de temps? Je me suis levé. Mon intention était simple, aller voir le personnel de bord, leur dire qui j'étais, et offrir mon aide, même si ce n'était que pour aider à gérer la cabine. C'est là qu'Éléonore a prononcé la phrase. La phrase qui allait sceller son destin. Me voyant debout, elle m'a attrapé le bras, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de mépris. Mais reste assise, siffla-t-elle, assez fort pour que nos voisins se tournent vers nous. Tu crois que c'est le moment de jouer les héroïnes? Ce n'est pas parce que tu jouais aux soldats de plomb que tu peux faire quoi que ce soit. Son visage était déformé par une sorte de jubilation mauvaise, même dans la panique. Comme si elle se réjouissait de me voir impuissante face à un vrai danger. Tu es un danger pour toi-même, continua-t-elle, sa voix montant d'un cran, imagine pour nous. Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus violents que n'importe quelle secousse. Plusieurs passagers la regardèrent, choqués. Un homme plus âgé secoua la tête, dégoûté. J'ai retiré mon bras de sa poigne sans un mot. À cet instant précis, un nouveau bruit se fit entendre. Un cri étouffé dans l'interphone, suivi d'un silence radio total. L'avion se mit à pencher lentement mais sûrement sur la gauche. L'alarme de décrochage, un son strident et horrible, retentit brièvement. J'ai croisé le regard de Nathalie, la chef de cabine. Elle était blême. Ses lèvres tremblaient. Elle n'a rien dit, mais son regard était un appel à l'aide désespéré. Elle savait qui j'étais. Elle l'avait probablement vu sur la liste des passagers. Son regard disait, si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est vous. J'ai ignoré les protestations d'Éléonore. J'ai ignoré les regards effrayés des autres. Je n'étais plus Chloé Moreau, la sœur bafouée. J'étais le capitaine Moreau. Et mon avion était en difficulté. Je me suis dirigé vers l'avant, vers le rideau qui séparait notre monde de celui du cockpit. Chaque pas était lourd, mais déterminé. Je ne savais pas ce que j'allais trouver derrière, mais je savais une chose, je n'étais pas un soldat de plomb. Et j'allais le leur prouver. J'ai écarté le rideau. La panique dans le Galéi était palpable. 2 membres d'équipage tentaient de ranger des chariots qui menaçaient de dévaler la pente de l'avion, qui s'inclinait de plus en plus. La porte du cockpit était entr'ouverte, une violation flagrante des procédures post-11 septembre, mais un signe évident que la situation à l'intérieur était hors de contrôle. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte. La scène qui m'a accueilli était un cauchemar pour n'importe quel aviateur. Une cacophonie d'alarmes stridentes emplissait le petit espace. Des lumières rouges et ambres clignotaient frénétiquement sur la planche de bord. Le commandant de bord, un homme d'une 50aine d'années, était affalé sur le côté, sa tête reposant contre la vitre. Inconscient. Victime d'un malaise, probablement cardiaque, déclenché par le stress de l'explosion. Le copilote, un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, était seul aux commandes. Il était blême, en sueur, ses mains agrippées au mini-manche latéral comme à une bouée de sauvetage. Il luttait visiblement contre la machine. L'avion, privé de la poussée de son moteur gauche et avec un système hydraulique probablement endommagé, voulait tourner, piquer, tomber. Le jeune pilote, malgré sa bravoure, était en train de perdre le combat. À l'aide? Balta-t-il en me voyant. Je perds le contrôle. L'hydraulique ne répond plus correctement. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai contourné le siège du commandant pour me glisser dans celui de droite, le siège du copilote, tandis que ce dernier restait à sa place de commandant de bord. J'ai bouclé mon harnais en un geste automatique. Capitaine Chloé Moreau, armée de l'air et de l'espace. Pilote de Rafale. 3000 heures de vol. Je prends les commandes de droite. Annoncez-moi les statuts. Ma voix était calme, tranchante. C'était la voix que j'utilisais en mission, celle qui ne laissait aucune place au doute ou à la panique. Le jeune copilote, qui s'appelait Marc d'après son badge, sembla reprendre un peu de contenance. Moteur 1 en feu, procédure d'extinction en cours mais sans effet. Perte de pression sur les 3 circuits hydrauliques. On est en mode de commande de vol dégradé.
L'avion est à peine contrôlable. Je posais les mains sur mon propre mini-manche. La sensation était horrible. C'était comme essayer de conduire une voiture dont les roues seraient carrées. L'avion répondait avec une latence, une lourdeur mortelle. Mais il répondait. Reprenez le contact radio, ai-je ordonné. Déclarez un mayday. Dites-leur que le commandant est neutralisé et qu'un pilote qualifié a pris l'assistance. Demandez un déroutement immédiat. Pendant qu'il s'exécutait, ma tête tournait à 1000 à l'heure. Paris était trop loin. Il nous fallait une piste longue, très longue, avec des services d'urgence capables de gérer un A350 en feu. Mon cerveau balaya la carte. Il n'y avait qu'une seule option viable dans ce secteur de l'Atlantique. Demander un cap direct vers la base aéronavale de Lage, aux Açores, ai-je dit à Marc. Il me regarda, surpris. C'est une base militaire? Ils ont une piste de 3300 mètres et des pompiers formés aux incendies d'aéronefs. C'est notre meilleure chance. Dites-leur que c'est une demande du capitaine Moreau. Ils comprendront. Marc transmit le message. La réponse du contrôle aérien fut immédiate. La fraternité des airs, civils ou militaires, fonctionne dans ces moments-là. La route fut clarifiée. Je me suis concentré sur le pilotage. C'était un combat de chaque seconde. Je devais anticiper les réactions de l'avion, contrer sa tendance à vouloir partir en vrille. C'était un ballet contre nature, une danse avec la mort. Je n'utilisais pas les procédures apprises pour les avions de ligne. J'utilisais mon instinct, mon expérience de pilote de chasse habitué à pousser des machines à leurs limites absolues. J'ai demandé à Marc de gérer les systèmes, de tenter de reconfigurer les circuits hydrauliques, de calculer notre vitesse d'approche. Lentement, très lentement, nous avons commencé à stabiliser la descente. L'avion ne tombait plus. Il volait. Mal, mais il volait. J'ai alors pris une décision. Il fallait parler aux passagers. Pas pour leur donner de faux espoirs, mais pour leur donner des ordres. J'ai pris le micro. Ma voix résonna dans la cabine, étrangement sereine. Mesdames et messieurs, ici le capitaine Chloé Moreau. Je suis une pilote de l'armée de l'air et j'ai pris les commandes de l'appareil. La situation est critique mais sous contrôle. Nous nous déroutons vers une base militaire aux Açores. L'atterrissage sera difficile. Le personnel de cabine va vous préparer à la procédure d'impact. Obéissez-leur sans discuter. Votre vie en dépend. Dans la cabine, je pouvais imaginer le silence stupéfait. Je pouvais imaginer le visage d'Éléonore, décomposé par l'incrédulité. Le « soldat de plomb » était en train de piloter l'avion. La femme qu'elle avait jugée instable, inapte, était leur seul espoir de revoir la terre ferme. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur cette ironie. L'alarme de proximité du sol se mit à retentir. La piste de Lage était encore loin, mais l'océan, lui, était bien trop près. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le temps semblait s'être distordu. Chaque minute s'étirait en une éternité de concentration absolue. Le cockpit était devenu ma bulle, un univers clos où n'existaient que les instruments, les alarmes et la lourde résistance du manche entre mes mains. Dehors, la nuit était tombée, mais l'horizon était faiblement éclairé par la lueur sinistre de notre propre moteur en feu, une comète artificielle filant vers sa destinée. Marc, le jeune copilote, était devenu une extension de ma volonté. Il annonçait les altitudes, les vitesses, les configurations, sa voix ayant retrouvé une fermeté professionnelle. Il avait dépassé sa peur pour trouver refuge dans la procédure. Nous formions une équipe improbable, née du chaos. L'âge nous confirme la piste 28 en service. Vent quasi nul. Visibilité parfaite. Ils ont déployé la barrière d'arrêt en bout de piste au cas où, annonça Marc. Bien reçu. On n'en aura pas besoin, ai-je répondu, plus pour le convaincre lui que moi-même. La barrière d'arrêt, c'est le dernier recours, le filet qui vous rattrape quand vous avez déjà échoué. Je refusais d'envisager cet échec. La descente était la phase la plus critique. L'avion était trop rapide, trop lourd. Nous n'avions plus de volets hypersustentateurs fonctionnels pour nous ralentir, et les aérofreins étaient inopérants. Les procédures civiles standards étaient inutiles. Il fallait improviser.
On va devoir le faire glisser, ai-je dit à Marc. Il me regarda, les yeux écarquillés. Une glissade sur un A350 ? Capitaine, ce n'est pas prévu par le constructeur. Le feu de moteur non plus, ai-je rétorqué. Mettez l'avion en configuration de commandes alternatives. Je vais le piloter comme un planeur de briques. La manœuvre était d'une audace folle. Elle consistait à mettre l'avion en dérapage contrôlé, en le faisant voler légèrement de travers pour augmenter sa traînée et perdre de la vitesse, une technique courante sur les petits avions de tourisme, mais quasiment suicidaire sur un géant de 200 tonnes. J'ai commencé la manœuvre, en utilisant les gouvernes de direction avec une précision millimétrique. L'avion protesta, vibrant de toutes ses tôles, comme une bête sauvage qu'on force à obéir. Dans la cabine, les passagers devaient être violemment secoués, projetés d'un côté à l'autre. Mais c'était le prix à payer. La vitesse commença enfin à chuter sur l'anémomètre. 5000 pieds, annonça Marc. On est toujours trop haut sur le plan de descente. C'est normal. Je vise le seuil de piste. On va faire un atterrissage court et brutal. Les lumières de la base de l'âge apparurent enfin, un collier de diamants posé sur le velours noir de l'océan. La piste était là, une longue langue de béton qui semblait minuscule, notre seule porte de salut. Sortez le train d'atterrissage, ai-je ordonné. Un bruit sourd, puis 3 voyants verts s'allumèrent. Le train était sorti. Un petit miracle. 1000 pieds. Vitesse 180 nœuds. Toujours trop rapide. Ça ira. Prépare-toi. J'ai redressé l'avion au dernier moment, annulant la glissade pour l'aligner parfaitement avec l'axe de la piste. Le sol se précipitait vers nous à une vitesse terrifiante. Les alarmes de proximité hurlaient. Pull up. Pull up. Je les ai ignorés. Mes yeux étaient rivés sur le seuil de la piste. C'était un jeu de timing, une question de centième de seconde. Annonce l'impact, Marc. Maintenant. Sa voix trembla légèrement en appuyant sur le bouton de l'interphone. Brasse fort impact. Brasse. Brasse. À 50 pieds du sol, j'ai coupé la manette des gaz du moteur restant. Un silence relatif s'installa, seulement troublé par le sifflement de l'air sur la carlingue. Nous tombions. J'ai tiré sur le manche, un geste ample et ferme, pour cabrer le nez de l'avion. L'arrondi. Le moment où l'on passe de la chute au contact. Les roues du train principal heurtèrent le béton avec une violence inouïe. Un choc terrible qui secoua l'avion tout entier, faisant sauter les masques à oxygène qui n'étaient pas encore tombés. Le nez de l'appareil retomba lourdement, claquant sur la piste. Inverseur de poussée. Freinage maximal, ai-je hurlé. Marc tira les manettes. Le seul moteur valide rugit en poussée inversée, nous projetant en avant dans nos harnais. Je maintenais l'avion droit sur la piste avec le palonnier, luttant contre sa tendance à vouloir partir de travers. Le crissement des pneus était assourdissant, une odeur de gomme brûlée envahit le cockpit. Dehors, les camions de pompiers rouges nous escortaient déjà, leurs canons à mousse prêts à entrer en action. La fin de la piste approchait, bien trop vite. On ne s'arrêtera pas, cria Marc. J'ai appuyé sur les freins de toutes mes forces, sentant l'ABS pulser sous mes pieds. L'avion décélérait, mais trop lentement. Je voyais la barrière d'arrêt se rapprocher, ce filet synonyme de défaite. Non. Pas aujourd'hui. L'avion ralentit encore, puis encore. Il semblait s'accrocher au tarmac. Finalement, avec un dernier soubresaut, il s'immobilisa. À moins de 50 mètres de la barrière. Le silence. Un silence total, absolu. Plus d'alarme. Plus de rugissement de moteur. Plus de crissement de pneus. Juste le son de nos 2 respirations, haletantes, et le battement de mon cœur dans mes tempes. Nous étions au sol. Nous étions en vie. Puis, comme une vague qui déferle, le son est revenu de la cabine. D'abord un sanglot. Puis un cri de joie. Puis des applaudissements, une ovation, un vacarme assourdissant de 350 âmes qui venaient de renaître. Je suis resté immobile, les mains encore crispées sur les commandes. Marc, à côté de moi, pleurait en silence, le visage entre les mains. J'ai lentement retiré mon casque.
J'ai fermé les yeux une seconde. Je n'ai ressenti ni fierté, ni triomphe. Juste un vide immense. Le vide qui suit la concentration la plus extrême. Dehors, les gyrophares bleus et rouges dansaient sur le cockpit. La porte s'ouvrit. Un pompier en tenue d'amiante passa la tête. Tout le monde va bien ici? J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Bienvenue à l'âge, capitaine, dit-il avec un respect palpable. Sacré atterrissage. J'ai détaché mon harnais et je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Le soldat de plomb venait de ramener tout le monde à la maison. L'évacuation s'est déroulée dans un mélange surréaliste de chaos organisé et de soulagement hystérique. Les passagers descendaient par les toboggans, certains en larmes, d'autres riant nerveusement. J'ai été la dernière à quitter le cockpit, après m'être assuré que toutes les procédures d'extinction et de sécurisation étaient enclenchées. À peine avais-je posé le pied sur le tarmac que j'ai été prise en charge. Pas comme une héroïne, mais comme une pièce à conviction. Des officiers de la base portugaise, des représentants du BA français déjà en route, et mon propre supérieur hiérarchique, le commandant Dubois, qui semblait être apparu de nulle part, m'ont immédiatement isolé dans un bureau anonyme de la tour de contrôle. Le commandant Dubois, un homme sec et à cheval sur les principes, ne m'a pas gratifié d'un « bravo ». Il m'a regardé avec une froideur procédurière. « Capitaine Moreau. Vous allez me faire un rapport complet, minute par minute, de toutes les actions que vous avez entreprises depuis votre entrée dans le cockpit. Ne négligez aucun détail. Votre carrière pourrait en dépendre. » Son ton glacial m'a plus secoué que l'atterrissage lui-même. J'avais sauvé 350 vies, et la première chose que ma hiérarchie faisait, c'était de me menacer. J'ai compris que la bataille n'était pas finie. Elle changeait simplement de terrain. Pendant que j'étais interrogé pendant des heures, la nouvelle, elle, volait déjà bien plus vite que n'importe quel avion. Les premiers articles étaient élogieux. Une pilote de chasse sauve un vol commercial, l'héroïne du vol à F-773. Mon nom était partout. Mais cette lune de miel médiatique fut de courte durée. Éléonore et Arnaud, une fois remis de leur frayeur, avaient compris le danger. Pas le danger de l'accident, mais celui de mon nouveau statut. Une sœur héroïque était la pire chose qui pouvait arriver à leur plan. Ils ont donc contre-attaqué, avec la perfidie qui les caractérisait. Ils ont contacté un journaliste parisien connu pour son goût du scandale, un certain Pascal Lemoine. Ils lui ont livré leur version de l'histoire, une version toxique et savamment construite. Ils lui ont parlé de mon « instabilité psychologique », de mon « TSPT » supposé, du « conflit d'héritage » qui nous opposait. Ils ont dépeint mon intervention non pas comme un acte de bravoure, mais comme la prise de pouvoir d'une femme en quête de reconnaissance, qui aurait pris des risques insensés et violé tous les protocoles. L'article de Lemoine, publié en une d'un grand quotidien en ligne, a eu l'effet d'une bombe. Le titre était Assassin, héroïne ou usurpatrice. Le dilemme du vol à F-773. Soudain, le doute était instillé. J'étais passé du statut d'héroïne à celui de suspecte. Mais ils avaient sous-estimé un facteur, les témoins. Un passager du siège 12A, un ingénieur du son en vacances, avait filmé une partie de la scène dans la cabine avec son téléphone. La vidéo était tremblante, de mauvaise qualité, mais on y entendait très clairement la voix stridente d'Éléonore me traiter de « soldat de plomb » et de « danger ». La vidéo, mise en ligne sur les réseaux sociaux, est devenue virale en quelques heures. Le contraste entre son mépris glacial et la situation de détresse absolue a choqué le public. L'opinion, qui avait commencé à douter, s'est retournée avec une violence inouïe contre ma sœur. #balance ta sœur est même apparu en tendance sur Twitter. Le coup de grâce pour la campagne de diffamation d'Éléonore est venu de Nathalie, la chef de cabine. Rapatriée à Paris, elle a accepté de témoigner au journal de 20h. Avec une dignité et une émotion poignante, elle a raconté la scène, décrivant mon calme absolu face à la panique, et le mépris incroyable de ma sœur. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, a-t-elle conclu, les larmes aux yeux. Mais je n'avais jamais vu un tel courage. Le capitaine Moreau n'a pas seulement sauvé nos vies. Elle nous a redonné de l'espoir quand il n'y en avait plus. Quant à l'autre femme, je n'ai pas de mots pour qualifier son attitude.
Le soutien public était immense, mais dans les couloirs feutrés des instances officielles, l'enquête continuait. J'étais toujours une pilote militaire qui avait pris les commandes d'un avion civil sans autorisation formelle. J'avais besoin d'aide. Depuis ma chambre d'hôtel à l'âge, où j'étais consigné, j'ai passé un appel. Un seul. À maître Valérie Pagnol, une avocate parisienne réputée pour être une tueuse. Une spécialiste des cas impossibles et une ennemie jurée des arrangements en coulisses. Je lui ai tout raconté. L'héritage, la trahison, le vol, la campagne de diffamation. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu son rire, un rire sec et joyeux. « Capitaine, votre sœur est une amatrice, dit-elle. Elle a commis l'erreur classique des arrogants, elle vous a sous-estimé. Et en le faisant, elle nous a donné le bâton pour la battre. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas seulement gagner. On va la pulvériser. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. La guerre changeait encore de front. Elle devenait juridique. Et j'avais désormais une générale à mes côtés. Je ne suis pas du genre à rester les bras croisés en attendant que les autres se battent pour moi. Ma formation militaire m'a appris une chose essentielle, le renseignement est la clé de la victoire. Pendant que maître Pagnol préparait l'artillerie juridique à Paris, j'ai commencé ma propre enquête depuis ma chambre d'hôtel aux Açores. Éléonore avait mentionné un psychiatre à Genève et des sources bien placées. Arnaud, son fiancé banquier, était le chaînon manquant. Il avait l'argent, les contacts et l'absence de scrupules nécessaires pour monter une telle opération. J'ai commencé par ce que l'on appelle dans notre jargon lausanne, le renseignement en sources ouvertes. Je me suis concentré sur Arnaud. J'ai passé des heures à éplucher les réseaux sociaux, les publications financières, les registres de société. Son arrogance était sa plus grande faiblesse. Il aimait étaler sa réussite. J'ai trouvé des photos de lui postées par des amis, sur Instagram, le montrant à bord d'un jet privé. En zoomant sur le fuselage, j'ai pu identifier la compagnie d'aviation d'affaires. À partir de là, tout s'est enchaîné. Avec quelques outils en ligne et une bonne connaissance des bases de données de suivi de vol, j'ai pu tracer les déplacements de cet avion spécifique au cours des derniers mois. Et là, une anomalie a attiré mon attention. Plusieurs vols aller-retour Paris-Genève et Paris-Luxembourg, souvent sur une seule journée. Ces déplacements ne correspondaient à aucune annonce officielle de sa banque, à aucun contrat public. C'était une piste. Une piste numérique laissée par son ego. J'ai immédiatement transmis ces informations à maître Pagnol. Son équipe a pris le relais. Un détective privé fut engagé à Genève. En moins de 48 heures, il avait identifié le psychiatre, un médecin radié de l'ordre pour fraude à l'assurance, reconverti dans les expertises de complaisance pour clients fortunés. Le montage commençait à s'effriter. Pendant ce temps, à Reims, une autre pièce du puzzle se mettait en place. Jean-Pierre, notre vieux maître de chais, avait contacté maître Pagnol. Il lui a raconté les derniers mois de mon père. Il a décrit comment Éléonore et Arnaud l'isolaient, filtrant ses appels, lui présentant des documents à signer alors qu'il était sous l'effet de puissants analgésiques. Il a même fourni une copie de l'agenda du médecin de mon père, prouvant que le jour de la signature de la fameuse clause de santé mentale, mon père avait reçu une double dose de morphine. Ce n'était plus de la manipulation, c'était un abus de faiblesse caractérisé. La dernière pièce est venue de la personne que je soupçonnais le plus, le commandant Dubois. J'ai été rapatrié en France pour une audition finale devant une commission mixte, civile et militaire. Le commandant était là, toujours aussi impassible. Les questions étaient pointues, agressives. On a insinué que j'avais agi par orgueil, que j'avais mis en danger l'appareil par des manœuvres non certifiées. Je me suis défendu point par point, avec des faits, des données, des extraits des enregistreurs de vol. J'étais seul contre tous. Puis, ce fut au tour du commandant Dubois de parler. Je m'attendais à ce qu'il m'enfonce, pour protéger l'institution. Il s'est levé. Il a regardé chaque membre de la commission dans les yeux. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix forte. Le capitaine Moreau a fait face à une situation de défaillance matérielle et humaine sans précédent.
Elle a pris les seules décisions qui s'imposaient pour préserver des vies humaines, conformément à l'article 14 du droit aérien international qui prévaut sur toute autre réglementation en cas de détresse avérée. Il a fait une pause, laissant ces mots infusés. Quant à ces manœuvres, elles n'étaient peut-être pas dans le manuel d'Airbus, mais elles sont au programme de l'école de l'air. Elles ont permis de sauver un appareil que vos experts, d'après leurs propres simulations, considéraient comme perdu à 99%. Il s'est tourné vers moi. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de respect dans ses yeux. J'ai été dur avec le capitaine Moreau depuis le début de cette enquête. Je l'ai poussé dans ses retranchements. Je voulais m'assurer qu'elle était aussi solide au sol que dans les airs. Je voulais que son dossier soit inattaquable. Parce que je savais que ses ennemis ne se contenteraient pas de l'attaquer sur ses compétences, mais sur sa personne. Il a conclu, sa voix résonnant dans le silence de la salle. Le capitaine Moreau n'a pas commis de faute. Elle a fait honneur à son uniforme et à son pays. La seule question que nous devrions nous poser aujourd'hui est de savoir si nous allons lui décerner une médaille ou la laisser se faire démolir par des vautours. Pour l'armée de l'air, le choix est fait. C'était une défense totale, magistrale. Il ne m'avait pas piégé, il m'avait préparé. Il m'avait protégé. En sortant de la salle, je savais que j'avais gagné sur le front militaire. Il ne restait plus qu'à achever la guerre sur le front civil. Et pour ça, Maître Pagnol avait déjà affûté ses armes. Maître Pagnol n'était pas du genre à faire dans la demi-mesure. Elle n'a pas renvoyé de mise en demeure. Elle n'a pas menacé d'un procès. Elle a organisé une exécution. Elle a demandé une réunion de conciliation dans les locaux de son cabinet, avenue Montaigne. Une adresse prestigieuse qui parlait le même langage que celui d'Éléonore et d'Arnaud. Elle les a convoqués, ainsi que l'avocat principal du cabinet d'Éléonore et un représentant de la banque d'Arnaud. J'étais présente, en civil, assise à côté de mon avocate. Silencieuse. Éléonore et Arnaud sont arrivés avec l'arrogance de ceux qui se croient intouchables. Ils pensaient venir à une négociation, où ils pourraient acheter mon silence avec une part dérisoire de l'héritage. Maître Pagnol les a laissés s'installer. Puis, sans un mot, elle a allumé le grand écran mural de la salle de réunion. Elle a projeté, un par un, les éléments de notre dossier. D'abord, le rapport du détective de Genève, avec la photo du psychiatre et la preuve de sa radiation de l'ordre des médecins. Ensuite, les relevés de vol du jet privé d'Arnaud, superposés à un calendrier de ses rendez-vous secrets au Luxembourg et en Suisse. Puis, les preuves des transferts de fonds depuis les comptes du domaine vers des sociétés écrans luxembourgeoises créées par Arnaud. Ensuite, le témoignage sous serment de Jean-Pierre, détaillant l'état de santé de mon père et les pressions subies. Et enfin, la conclusion du rapport officiel du BA, me blanchissant de toute faute et qualifiant mon intervention de salvatrice. À chaque nouveau document, je voyais le masque d'assurance d'Éléonore se fissurer. Le teint d'Arnaud était passé du halé au cireux. Leurs avocats se regardaient, de plus en plus mal à l'aise. Quand la dernière diapositive s'est affichée, Maître Pagnol a pris la parole, sa voix calme et tranchante comme une lame de rasoir. Mesdames, messieurs. Nous ne sommes pas ici pour négocier. Nous sommes ici pour vous informer des options qui s'offrent à vous. Option A, nous transmettons ce dossier complet au procureur de la République de Paris pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, et escroquerie en bande organisée. Vous risquez jusqu'à 10 ans de prison et la saisie de tous vos avoirs. Option B. Elle fit une pause, savourant son effet. Option B, Mademoiselle Moreau retire sa plainte au pénal. En échange, le testament est immédiatement annulé pour vice de consentement. La succession est rouverte et partagée équitablement. De plus, Mademoiselle Éléonore Moreau et Monsieur Arnaud Duval démissionnent de leurs postes respectifs sous 24 heures et s'engagent à ne plus jamais entrer en contact avec ma cliente. Vous avez 1 heure pour choisir. Leurs avocats n'ont même pas eu besoin de se concerter. La partie était perdue. Mais la chute ne s'est pas arrêtée là. Pascal Lemoine, le journaliste qu'ils avaient utilisé, avait un ego au moins aussi grand que le leur. En apprenant par une source interne au cabinet d'Éléonore qu'il avait été manipulé, qu'on s'était servi de lui pour publier des mensonges, il est entré dans une fureur noire. La vengeance d'un journaliste, c'est l'encre de son stylo. Il a publié un article de suivi,
Une enquête dévastatrice intitulée « L'héritière, le pilote et le mensonge à 12 000 mètres ». Il y racontait par le menu détail comment il avait été approché, les éléments de langage qu'on lui avait fournis, et il mettait tout cela en parallèle avec les preuves de la fraude. C'était un chef-d'œuvre de démolition médiatique. Le scandale fut immense. Le cabinet d'avocats d'Éléonore, pour sauver sa propre réputation, publia un communiqué annonçant sa démission pour raisons personnelles. La banque d'Arnaud fit de même. Leur monde, construit sur l'image et l'influence, s'est effondré en quelques jours. Ils étaient devenus des parias dans le cercle même où ils régnaient. Ruée, socialement bannie, Éléonore fut contrainte de mettre en vente son appartement parisien et ses biens pour payer les frais de justice et sa part des droits de succession qu'elle devait désormais. Le château de cartes, si brillamment construit, n'était plus qu'un tas de ruines. Je n'ai ressenti aucune joie. Aucune jubilation. Juste le sentiment froid et tranquille de la justice rendue. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais je devais maintenant découvrir ce que j'allais faire de cette victoire. Quelques semaines après la débâcle d'Éléonore, j'ai reçu un message d'elle. Un simple « il faut qu'on se parle ». Elle me donnait rendez-vous dans un café impersonnel près de la gare de l'Est. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Je ne lui devais rien, mais peut-être que je me devais à moi-même de tourner la page. Elle était méconnaissable. Le manteau de créateur avait été remplacé par un simple trench coat. Plus de maquillage impeccable, plus de coiffure structurée. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Elle commanda un café qu'elle ne toucha pas. « Tu as gagné, dit-elle, sa voix plate, sans émotion. Tu as tout pris. L'argent, la réputation, même l'admiration de papa, à titre posthume. J'espère que tu es heureuse. » Je l'ai regardée, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni ressentiment. Juste une sorte de pitié distante. Je n'ai rien pris, Éléonore. J'ai juste arrêté de te laisser tout voler. Il y a une différence. Et maintenant, demanda-t-elle. Tu vas jouer les vigneronnes? Toi, au milieu des vignes? Laisse-moi rire. Non, ai-je répondu calmement. La gestion du domaine ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma vie. Elle me regarda, incrédule. Alors pourquoi? Pourquoi toute cette guerre, si ce n'est pas pour le domaine? Parce que c'était mon nom. Mon honneur. Et l'intégrité de la mémoire de papa que tu as souillée. C'est pour ça que je me suis battue. Pas pour des bouteilles de champagne. Elle secoua la tête, comme si elle ne pouvait pas comprendre. Nous sommes restés en silence un long moment. Le fossé entre nous était infranchissable. Nous ne parlions pas la même langue, ne vivions pas selon les mêmes valeurs. Je ne te pardonnerai jamais, finit-elle par dire. Je ne t'ai jamais demandé ton pardon, ai-je répondu. Je me suis levée, j'ai posé un billet sur la table pour payer les cafés, et je suis partie sans me retourner. C'était la dernière fois que je la voyais. De retour à mon appartement temporaire, près de la base, je me sentais étrangement vide. La victoire avait un goût de cendre. La guerre était finie, mais la paix n'était pas encore là. Que allais-je faire maintenant? J'ai pris une décision. J'ai contacté Jean-Pierre et je lui ai annoncé que je souhaitais vendre ma part du domaine. Pas à un grand groupe industriel, mais à un collectif de jeunes vignerons de la région qu'il connaissait bien, des passionnés qui respectaient la terre et la tradition. Il a été surpris, puis il a souri. Il avait compris. La vente s'est faite rapidement. Je me suis retrouvée avec une somme d'argent considérable, bien plus que je n'en aurais jamais besoin. Mais ce n'était pas l'argent qui m'importait. C'était la liberté qu'il représentait. Un soir, seul, je n'arrivais pas à dormir. J'étais hantée non pas par le crash, mais par la question du « pourquoi ». Pourquoi avais-je réussi? Qu'est-ce qui, en moi, avait fait la différence? J'ai allumé mon ordinateur sécurisé et j'ai ouvert un fichier que j'avais demandé à récupérer, la retranscription de l'enregistreur phonique du cockpit. Le CVR. J'ai mis un casque et j'ai lancé la lecture. J'ai entendu les alarmes, la voix paniquée de Marc, puis ma propre voix. Calme. Ferme. Donnant des ordres. Déclarer un médet. Demander un cap direct. On va le faire glisser.
J'ai écouté ces 30 minutes qui avaient changé ma vie. Je n'ai pas entendu une héroïne. J'ai entendu une professionnelle. Une femme qui, au milieu du chaos absolu, s'était réfugiée dans ce qu'elle maîtrisait, la technique, la procédure, la concentration. Ce qui m'avait sauvé, et qui les avait tous sauvés, ce n'était pas un courage abstrait. C'était des années d'entraînement, de discipline, de travail acharné. C'est là que j'ai compris. Ma vocation n'était pas de me battre, que ce soit dans les airs ou dans les prétoires. Ma véritable vocation, c'était la transmission. C'était de donner à d'autres les outils que j'avais mis une vie à acquérir. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai effacé le fichier. Je n'avais plus besoin de l'entendre. Le passé était enfin à sa place. Je savais ce que j'allais faire de ma victoire, de mon argent, et du reste de ma vie. La paix, enfin, commençait à s'installer. 1 an plus tard. Le soleil de Provence tape sur le tarmac de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon. L'air sent le thym sauvage et le kérosène chaud. Il n'y a pas de vignes ici, mais des hangars et des planeurs. Et au centre de tout ça, un bâtiment neuf et moderne sur lequel on peut lire « Fondation les ailes de l'avenir ». Je ne porte plus l'uniforme bleu de l'armée de l'air. Je suis en polo et pantalon cargo, une tenue décontractée d'instructrice. Autour de moi, une douzaine de jeunes femmes s'affairent autour des avions-écoles. C'est la première promotion de la fondation. Elles viennent de tous les horizons, des quartiers nord de Marseille, des zones rurales de la Creuse, des banlieues parisiennes. Des jeunes femmes brillantes, passionnées, mais à qui la société n'aurait jamais donné la chance de toucher un jour le manche d'un avion. Je suis dans la tour de contrôle, un casque sur les oreilles. Aux commandes d'un petit Robin DR400, il y a Inès, 19 ans, la fille d'une femme de ménage et d'un ouvrier du bâtiment. C'est son premier vol en solo. Elle est nerveuse, sa voix tremble un peu à la radio. Tour de Vinon, ici Foxtrot Golf Bravo. Je suis en finale pour la piste 27. Bien reçu, Foxtrot Bravo, je réponds, ma voix calme et rassurante. Tu es parfaitement aligné. Garde ta vitesse. Doucement sur le manche. Fais corps avec la machine. Le ciel t'appartient. Je la vois corriger sa trajectoire, une petite correction, presque imperceptible. L'avion se pose en douceur, avec à peine un rebond. Un atterrissage de pro. Un grand sourire éclate sur son visage, un sourire que je peux presque sentir à travers la radio. Une autre paire d'ailes venait de naître. Plus tard dans la journée, alors que je remplis des carnets de vol dans mon bureau, la réceptionniste m'annonce une visite. Je m'attends à voir un fournisseur ou un parent d'élève. Mais la jeune femme qui se tient dans l'encadrement de la porte me coupe le souffle. Elle est grande, mince, avec les mêmes pommettes hautes et le même menton volontaire qu'Éléonore. Mais ses yeux sont différents. Il n'y a pas d'arrogance, juste une détermination timide et une lueur de défi. C'est Camille. La fille de ma sœur. Elle tient un dossier à la main. Bonjour, capitaine, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je voudrais postuler pour la prochaine sélection. Je la dévisage en silence. Pourquoi ici, Camille? Parce que. Elle prend une profonde inspiration. Parce que je veux mériter mes propres ailes. Pas parce que je m'appelle Moreau. Pas à cause de ma mère. Pour moi. Elle me raconte qu'elle a quitté le domicile familial, qu'elle travaille à mi-temps dans un café pour payer son petit appartement. Elle a attendu 1 an après le scandale, pour me prouver que ce n'était pas un caprice, mais une véritable vocation. Je prends le dossier qu'elle me tend. Je le parcours. Ses notes sont excellentes. Sa lettre de motivation est poignante de sincérité. Je me lève et je me place devant elle. L'orientation est en septembre, dis-je sans lui laisser voir mon émotion. Les épreuves de sélection sont difficiles. Il n'y aura aucun favoritisme. Sois prête. Un immense soulagement illumine son visage. Je le serai, capitaine. Merci. Elle tourne les talons et s'en va, la tête haute. Le soir, je reste seule sur le tarmac. Le soleil se couche derrière les montagnes du Verdon, peignant le ciel de couleur orange et violette. Je regarde mes avions, alignés et silencieux.
Je pense à toutes ces jeunes femmes, à Inès, à Camille, à toutes celles qui suivront. Je comprends alors le sens de ma victoire. Le véritable héritage de mon père, ce n'était pas un nom sur une bouteille de champagne. C'était la force de caractère qu'il m'avait transmise, sans même le savoir. Une force qui m'avait permis de transformer la pire des trahisons en la plus belle des promesses. La plus belle des revanches, ce n'est pas de voir son ennemi à terre. C'est de construire un avenir si lumineux qu'il relègue son souvenir au rang d'une ombre insignifiante. Ma revanche, elle n'avait pas le goût amer de la haine, mais celui, exaltant, du kérosène et de la liberté. Ma revanche, c'était une piste d'envol.